Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Après les gardiens et les centraux, on s'intéresse au dernier poste de la ligne défensive, celui de latéral. Longtemps considéré comme un rôle secondaire, une position ingrate sur le terrain, le poste de latéral connaît un regain d'intérêt dans le football moderne. Ce ne sont pas les Reds de Jürgen Klopp qui vont nous dire le contraire. Aujourd'hui, un bon latéral doit savoir tout faire. Défendre, bien sûr, cela reste sa vocation première. Surtout quand les attaquants très attirés vers l'avant ont tendance à se passer du repli, mais aussi d'attaquer. Véritable petit ailier de poche, le latéral doit être capable, par sa technique ou sa vitesse, de créer des différences sur son côté pour ensuite centrer et ou aller conclure tout seul comme un grand. Ce n'est pas tout. Il peut également être amené à participer au jeu, voire même à l'initier. Un libéro 2.0 en quelque sorte. Pour résumer, le latéral doit se montrer vif comme le guépard, précis comme le lynx et déterminé comme une lionne. Au four et au moulin, quoi. Même si ce poste n'est pas le plus sexy, vous verrez que quelques légendes sont parvenues à s'y faire un nom. Petit conseil, sortez vos dictionnaires italiens et portugais. Ready? Let's go! Numéro 10, Marcelo. Le joueur le plus récent de notre top, mais aussi l'un des plus iconiques. Un footballeur transgénérationnel, aussi bien idolâtré par votre petit frère légèrement footix que par votre papa encore bloqué à l'épopée des Verts. En même temps, qui a bien pu oublier les coups de folie de Marcelo? Ses débordements de fou furieux, la tignasse au vent, ses transversales millimétrées et ses gris-gris jogabonitesques. Pensionnaire de la Casabianca depuis 15 ans, c'est dire sa longévité au plus haut niveau, le Brésilien a réalisé le tour de force de prendre la relève d'une référence absolue, un de ses compatriotes dont nous vous parlerons plus tard dans ce top. En Espagne, Marcelo a un palmarès qui parle pour lui. 5 Ligas, mais surtout 4 coupes aux grandes oreilles. Avec Cristiano Ronaldo, le natif de Rio a composé l'un des côtés gauches les plus excitants de l'histoire. Son pied gauche était, et reste encore aujourd'hui, une pure merveille, capable de contrôler avec grâce la pire des saucisses. Vif et extrêmement technique, Marcelo est un cauchemar pour tous ses vis-à-vis. En revanche, ne nous le cachons pas, sa défense n'a jamais été son point fort. Même si des efforts non négligeables, notamment sous Mourinho, ont au moins permis de sauver les apparences. Au crépuscule de sa carrière, Marcelo peut raccrocher les crampons en étant fier. Seul point d'ombre à son CV, il n'a jamais remporté de titre majeur avec la Seleção. Pourtant, cette génération brésilienne ne manquait pas de talent. Numéro 9, Zanetti. Si on vous dit Dino Zoff, Buffon, Maldini, Totti, les footballeurs italiens sont comme le bon vin. Ils se bonifient avec l'âge. Sauf peut-être pour toi, Mario. Avec plus de 1100 matchs en carrière, 19 saisons sous le maillot interiste, dont 15 en tant que capitaine, Javier Zanetti ne déroge pas à la règle. Un modèle de longévité. Bon, d'accord, on triche un peu, car Zanetti est italo-argentin. Né à Buenos Aires, il a d'ailleurs défendu les couleurs de l'Albiceleste pendant presque 2 décennies, avec plus ou moins de réussite. Mais ce que l'on retient surtout de Zanetti, c'est sa fidélité sans faille à l'Inter de Milan, dont il est aujourd'hui le vice-président. Arrivé en 1995, en pleine crise, il incarne le renouveau du club. Dans la deuxième partie des années 2000, l'Inter est au sommet du football européen. 2010 en est le pinacle. Cette année-là, Zanetti réalise le Scudetto et soulève la Coupe et la Supercoupe d'Italie, sans oublier la Ligue des Champions. Une force de la nature, ce Javier, comme le qualifie Mourinho, son coach de l'époque. Zanetti, c'est l'équivalent interiste de Maldini, un capitaine exemplaire et un joueur pugnace, complet au possible, qui ne rechigne pas à la tâche. À gauche, à droite, au milieu ou au centre de la défense, il se montre toujours performant.
Un joueur que tous les entraîneurs rêvent d'avoir dans leur équipe. Numéro 8, Lilian Thuram. Vous nous connaissez. Que serait un all-time sans un Frenchie? Et niveau latéraux, la France n'a jamais connu meilleur que Lilian Thuram. Désolé Vicente. Sous la tunique bleue, il participe à 2 finales de Coupe du Monde et remporte l'Euro 2000. Il marque à jamais l'histoire de la sélection lors de cette fameuse demi-finale en 1998. Responsable sur l'ouverture du score croate, il se rachète de la plus belle des manières, en inscrivant un doublé magnifique pour qualifier la France en finale. Et que dire de sa célébration iconique? Pourtant, Thuram n'est pas forcément réputé pour ses qualités offensives, souvent brouillon dans le dernier geste. Ce sont d'ailleurs ses 2 seuls buts inscrits en sélection. Lilian, c'est le sportif complet par excellence. Un cerveau bien fait dans un corps d'athlète de très haut niveau. Grâce à son don de l'anticipation et ses capacités à multiplier les efforts et les courses, il pouvait écœurer n'importe quel attaquant. Bon, sauf Pedro Munitis. Pas étonnant qu'il ait été repositionné en défense centrale avec le temps. En club, on retient surtout son passage à Parme et son trio défensif légendaire avec Buffon et Cannavaro. Bonne chance pour attaquer là-dessus. Numéro 7, Dani Alves. Ah, Dani Alves. Dans ce all-time, on va volontairement laisser de côté son passage à Paris pour se concentrer sur le niveau réel du latéral. Sachez d'ailleurs qu'il joue toujours. Il est actuellement le capitaine de Sao Paulo. Pas étonnant, partout où il est passé, ou presque, Alves a toujours été un pilier de ses équipes. Que ce soit au Brésil, en club comme en sélection, à Séville, au Barça ou à la Juve, Alves est un joueur qui aime les responsabilités et ça paie. Son armoire à trophées est là pour en témoigner. Comme pour Marcelo, son coéquipier en Seleção, ses qualités sont principalement offensives. Vitesse, percussion, puissance de frappe, coup franc. Une référence à son poste pendant plus de 10 ans. En 2014, suite à l'arrivée de Suárez au Barça, Messi est repositionné sur le côté droit, celui de Dani Alves. Autant dire que le couloir droit du Barça de cette époque, c'était quelque chose. Numéro 6, Andreas Brehme. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire de 2 pieds, Andreas Brehme. Le natif d'Hambourg avait la particularité d'être ambidextre. Cela lui a plutôt bien servi. Il tirait les pénaltys du pied droit et les coups francs du gauche. Pas banal. Il est surtout connu pour avoir inscrit le seul et unique but de la finale de la Coupe du Monde 1990, où il offre le sacre à la RFA face à l'Albiceleste de Diego Maradona. Tiens, on ne vous l'a pas déjà raconté? Brehme marque sur penalty à la 85e minute. Initialement, il n'était pas le tireur désigné, mais Matthaus et Voller ne se sentaient pas de le faire. Il prend donc ses responsabilités et délivre les siens. Clutch, le Andreas. Il déclare: « En ce qui me concerne, on parle beaucoup trop de ce penalty. De toute façon, nous méritions la victoire car l'Argentine n'a rien montré dans cette finale. Le reste, c'est du baratin. » Pour l'anecdote, il n'inscrit que 8 buts en 86 sélections, dont 5 phases finales de Coupe du Monde. C'est ce qui s'appelle choisir son moment. Numéro 5, Lahm. Le Magic Dwarf. Sans doute, le latéral qui aura le plus marqué le 21e siècle. L'âme de la Mannschaft et du Bayern que l'on connaît tous. Rien que ça vous place un joueur. À part 2 petites saisons à ses débuts, pendant lesquelles il est prêté à Stuttgart, il dispute l'intégralité de sa carrière en Bavière. Lahm se révèle véritablement lors du Mondial 2006. À partir de là, en club, il déloge pour de bon Vicente Lizarazu à gauche. Cette place de titulaire indiscutable et surtout incontournable, il la tient pendant plus d'une décennie à Munich comme en sélection. Dans le jeu, il est rapide mais aussi très polyvalent. Le rôle de piston lui convient parfaitement. Défensivement, il ne lâche rien et peut revenir sur les attaquants grâce à sa vitesse. De l'autre côté du terrain, il est doté d'une superbe qualité de passe ainsi que d'une frappe de mule. Excellent manieur de ballon, il peut très bien initier le jeu. Le latéral moderne dans toute sa splendeur. Le plus fou avec Lahm reste sûrement sa propreté rare. Il fait partie des rares joueurs de ce niveau
à n'avoir jamais pris de carton rouge. Numéro 4, Facchetti. Si son nom ne vous dit rien, c'est normal. Seuls les plus anciens d'entre nous ont eu la chance de le voir évoluer. Comme beaucoup de joueurs de ce classement, entre 1960 et 1978, Giacinto Facchetti a été l'homme d'un club. Nerazzurri à vie, qui a d'ailleurs écrit les plus belles pages de l'histoire de l'Inter. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu. Facchetti était un pionnier, le premier grand latéral, plus attiré vers l'avant que vers l'arrière. Normal quand on débute sa carrière en buteur. Il a démocratisé l'idée que les latéraux peuvent être utiles et importants au sein de l'animation offensive de leur équipe. Malgré tout, il n'en était pas moins un bon défenseur. Grand et rapide, tout en restant élégant et propre. Il n'avait absolument rien à voir avec les bouchers de l'époque dont il se distinguait par son toucher de balle soyeux. Un footballeur définitivement en avance sur son temps qui nous a malheureusement quittés en 2006. Nous voici arrivés sur le podium, mais avant de vous le dévoiler, voici quelques mentions honorables. Chez nos Français, on peut citer Willy Sagnol, Vicente Lizarazu et Eric Abidal. Beaucoup d'autres Italiens, Allemands et Brésiliens sont également à mentionner. D'abord, Berti Vogts, le joueur emblématique du Borussia Mönchengladbach et l'ennemi juré du Bayern. On retrouve ensuite Carlos Alberto, Djalma Santos, Claudio Gentile, Giuseppe Bergomi. On termine avec une grosse dédicace à notre Laure Boulot national. Bon, place au top 3. Numéro 3, Cafu. C'est simple, Cafu a tout gagné. Joueur le plus capé de l'histoire de la Seleção, il est le seul à avoir participé à 3 finales de Coupe du Monde. Il en remporte 2 en 1994 et 2002. Aux côtés de son compatriote Roberto Carlos, Cafu forme le duo de latéraux ultime. En club, au Brésil ou en Italie, il collectionne les trophées et les distinctions individuelles. Intelligent, défenseur appliqué et attaquant tranchant, Pendolino excelle dans presque tous les compartiments du jeu. Un vrai décathlonien au volume de jeu gargantuesque. Pour beaucoup, il est le latéral qui a révolutionné le poste. Numéro 2, Roberto Carlos. L'un ne va pas sans l'autre. On ne pouvait pas séparer Roberto Carlos de Cafu. Les deux ont des qualités assez similaires. Plus encensé pour sa défense et à juste titre, Roberto Carlos n'en était pas moins un attaquant splendide, qui n'oubliait jamais de se replier. Il ne faudrait surtout pas le résumer à ses frappes stratosphériques. Son coup franc contre la France en juin 1997 a au passage marqué toute une génération. Même les plus grands physiciens s'y sont penchés. Résultat, la trajectoire elliptique du ballon défie toutes les lois de la gravité. Contrairement à Cafu, Roberto Carlos a laissé un héritage culturel monumental. Nul doute que les plus jeunes d'entre vous le connaissent déjà, que ce soit pour ses coups francs ou son passage au Real, dont il a été l'un des plus éminents galactiques. Numéro 1, Maldini. Vous êtes nombreux à avoir remarqué son absence du all-time centraux. Pas d'inquiétude. Qui d'autre que Monsieur Paolo Maldini pour prendre la première place de ce classement? L'un des meilleurs de l'histoire, tout poste confondu. Un quart de siècle de carrière professionnelle. 902 matchs avec le Milan AC. Son club. Des titres à ne plus savoir quoi en faire. 7 Scudetti, 5 coupes aux grandes oreilles remportées dans 3 décennies différentes. Si ces années passées sous le maillot de la Squadra Azzurra n'ont étrangement pas été aussi fastes, peut-être ce qui l'empêche d'être considéré comme le GOAT, il peut se targuer d'avoir atteint la finale de la Coupe du Monde en 1994 et celle de l'Euro en 2000. 2 défaites sur le fil, de quoi nourrir beaucoup de regrets. Défensivement, on ne fait pas mieux que Maldini. Au contraire de beaucoup de ses contemporains, l'Italien n'a rien du joueur rugueux, serial faucheur de tibia. Lui ne cherche pas le tacle à tout prix. Il préfère rester debout et asphyxier son vis-à-vis par sa science du placement et de l'anticipation. Maldini voit et surtout comprend tout avant tout le monde. Multitâche, il fait parler toute sa classe une fois le ballon récupéré. Par ses relances millimétrées ou dans ses jeunes années, par des raids en solitaire, il dynamite la défense adverse. Un monstre apprécié de tous et loué pour son fair-play légendaire. Voilà qui conclut notre top 10 des meilleurs latéraux de l'histoire. Polyvalence aura été le maître mot de ce classement.
À vous maintenant de vous prêter à l'exercice en commentaire. De notre côté, on espère vous avoir fait découvrir au moins 1 ou 2 joueurs. N'hésitez surtout pas à manger des tonnes de highlights sur YouTube. On vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous.